je lance. Tu lances l'enregistrement ? Ok, c'est Oui. parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Woman That Made Me. Je suis Alma, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super. Coucou Anouk, comment ça va ? Coucou, ça va très bien. Aujourd'hui, on est trop contente et honorée de recevoir Rachel Cartier. Hello Rachel, comment ça va ? Salut les filles, ça va super, je suis très contente d'être avec vous, merci beaucoup. Merci d'être là. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vais me permettre de te présenter brièvement et je vais vraiment faire de mon mieux pour rester brève parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour te présenter. Mais c'est important de poser le contexte. Donc, tu commences à travailler dans l'industrie musicale en 2008 en relations de presse. Tu passes en label 2 ans et demi chez Vagram dans le marketing digital. Tu intègres ensuite Deezer en tant que responsable éditorial et stratégique. Puis, tu deviens au bout de 6 ans la Head of Music, donc la directrice musique. Tu deviens ainsi en 2020 la première et la plus jeune femme à occuper un tel poste en France. C'est vrai. Ouais, faut le souligner. Tu t'es également impliquée dans pas mal d'initiatives liées à la place des femmes au sein de l'industrie musicale telles que MEWEM, initiative dont on parle régulièrement, en tant que mentor puis en tant que présidente. Tu as été aussi membre du comité égalité femmes-hommes du CNM. Tout ce beau parcours t'a permis d'être nommée parmi les 100 femmes de la culture en 2020 par l'association Femmes de Culture. Et aujourd'hui, tu es donc curatrice et consultante en stratégie dans le domaine des industries créatives, et donc pas que de la musique, avec ton projet Alcyone. Donc merci encore de prendre ce temps pour discuter avec nous. Et je vais maintenant, après cette longue introduction, te laisser... En même temps, il y a des choses à dire. Te laisser introduire l'artiste dont tu as envie de nous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, j'ai pas mal réfléchi quand vous m'avez sollicité à quel artiste, parce qu'en fait, il y a pas mal d'artistes qui m'ont inspirée tout au long de, déjà de ma carrière, mais aussi de ma vie de jeune femme. On a toutes eu je dirais, un peu des révélations au fur et à mesure, et à chaque fois, je revenais à une artiste que je suis depuis très longtemps. Et je trouve que c'était aussi pertinent de parler d'elle aujourd'hui parce qu'elle est en plein dans l'actualité. Oui. Que je voulais aussi m'arrêter sur une artiste française parce que, au final, j'ai vu que vous aviez déjà eu pas mal d'artistes inter. Et cette artiste, c'est Yseult. Parce que c'est une artiste avec qui j'ai collaboré à de nombreuses reprises, que j'ai rencontrée il y a quelques années, et avec qui on a eu à la fois un coup de cœur artistique, mais aussi humain. J'ai toujours été très impressionnée aussi par la façon dont elle a mené aussi sa carrière, les étapes qu'elle a passées, les obstacles qu'elle a passés aussi. Ouais. Et je suis toujours très impressionnée de voir tout ce qu'elle réussit à accomplir et toutes les portes qu'elle ouvre aussi en étant en indépendante. Donc je trouve que pour toutes ces raisons, je me suis dit non, mais de toute façon, c'est d'elle dont j'ai envie de parler. Elle vient de faire son Olympia. Trop de vie en indépendante. Donc voilà, je trouvais que c'était... La boucle était bouclée de parler d'elle aujourd'hui. Mais carrément. Et est-ce que du coup, tu pourrais nous dire... Quand est-ce que tu l'as découverte ? Par quel biais tu l'as découverte ? Musicalement, en tout cas, si c'est comme ça que ça a commencé. On en parlait juste avant de se lancer dans le podcast. Effectivement, je l'avais vue à la Nouvelle Star. Et puis, on a été amenés à se rencontrer. Donc, à l'époque, j'étais curatrice chez Deezer. Et j'ai toujours été très, très portée sur la découverte parce que c'est ce qui m'anime le plus. C'est de voir aussi un petit peu les différentes émotions qui peuvent m'être générées par... Voilà, autant un artiste qu'on connaît, on s'attend plus ou moins à ce qu'on va ressentir. Et encore que, on a toujours des surprises. C'est le cas de l'exemple de l'album de Rosalia, par exemple. Mais là, c'était vraiment aussi de se dire... en tout cas, dans mon travail, ça me semblait important de toujours garder en tête ce qui... Comment dire ? Ce que les abonnés de Deezer avaient envie de découvrir. Mais pour moi, c'était aussi important d'écouter. Mais c'était aussi important de faire découvrir des artistes. Ouais. Ça a toujours été très important dans ma vie voilà, le sentiment d'écouter un artiste pour la première fois. Je trouve qu'il n'y a rien de plus fort et de se prendre un peu un propos artistique comme ça en pleine face. Et donc je me suis pris la musique d'Yseult comme un train comme ça
qui vous emporte tellement c'était singulier, tellement c'était fort. Et donc c'était au moment où elle sortait toute une série d'EP qui présentait justement son univers et on s'était rencontrés à l'Hôtel Amour, je me souviens. Avec, il y avait son label, etc. Enfin, il y avait pas mal de gens et instantanément, le feeling est très vite passé. Et puis après, j'ai eu à cœur de pouvoir lui offrir la tribune qui, à mon sens, elle méritait, quoi. Ouais, bien sûr. C'est parce qu'il me semble que du coup, après, la Nouvelle Star, elle signe en major dans un premier temps. Donc son premier projet, il est sorti comme ça. Et donc très vite, elle a cette envie de devenir maître de son projet et de son art. Et ça, c'est un modèle qu'on a peu encore en France, je trouve. Enfin, j'ai pas tant d'exemples. Et c'est vrai que je trouve que ça fait encore plus sens avec ce qu'elle représente, l'artiste qu'elle est, cette volonté de créer son propre label et d'avoir la main sur absolument tout, en fait. C'est notamment... c'est-à-dire que voilà, je pense qu'il y a toujours aussi une part de désillusion quand on arrive, quand on débute une carrière d'artiste, qu'on est signé en maison de disques. On se dit, mais je vais pouvoir faire ma musique, ça va être génial. Et en fait, on se confronte de façon un peu brutale aussi aux réalités du marché, parce que ça reste un marché aussi. Ouais. Et je pense que pour plein d'artistes, c'est extrêmement violent. Donc là, c'est un peu ce qu'on disait en off aussi tout à l'heure, c'est de se dire, voilà, on arrive avec un projet, on pense que ça va être comme ci, comme ci, comme ça. Et en fait, on s'entend dire, non, il faut mettre plus de pieds pour la radio, voilà, il faut raccourcir le titre, les paroles, ça va pas, il faut revoir, etc. Donc, il y a des DA qui sont très accompagnants et accompagnantes et qui comprennent aussi... en tout cas qui ont une approche de se dire moi mon rôle c'est d'avoir un talent brut et de pouvoir lui permettre de s'exprimer dans un cadre qui lui permet aussi de grandir et de s'épanouir. Et puis il y en a d'autres au contraire, alors ça a changé quand même, l'industrie musicale a un peu changé, mais à l'époque où Yseult est rentrée, oui, ça a été très très dur pour elle parce que elle a été je pense qu'on a cherché à la mettre sur un chemin qui n'était pas nécessairement le sien. Donc on sent, quand on écoute les titres de l'époque, qu'il y a un peu d'elle, mais c'est pas que elle. Et donc c'est là où... C'est pas totalement elle, donc c'est là où il y a eu cette réaction de se dire... puis il y a toutes les critiques sur le physique aussi. Bien sûr. Le fait d'être une femme noire, et toutes ces choses-là qu'on conscientisait quand même assez mal à l'époque. Ouais, bien sûr. Et encore une fois, heureusement, c'est loin d'être parfait, c'est toujours un sujet malheureusement, mais c'est quand même un peu mieux que ça n'a été. En tout cas, ça a été un peu mieux que ça n'a été. Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant et vigilante. Mais oui, c'était un vrai sujet. Et puis après, voilà, l'indépendance, et c'est là où elle s'est vraiment réalisée, quoi. Ouais. Mais ce qui est assez courageux, parce que pour le coup, c'est un engagement autant humain que financier que... Enfin, tu te dis... là, tu remets tout en jeu, quoi, parce que c'est un pari... Tu paries tout sur toi et sur ton art, et c'est hyper engageant comme choix, donc moi je trouve ça hyper admirable d'avoir des modèles comme ça d'artistes qui... C'est un énorme pari, en fait. C'est exactement pour ça que je voulais parler d'elle aujourd'hui. Bah ouais. Mais qu'est-ce qui, selon toi, la rend importante, finalement, Yseult, même dans le paysage musical aujourd'hui ? Ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'elle a ce côté artiste total. Ouais. Voilà, moi je la vois vraiment comme une artiste qui pense son art, qui pense à son audience, mais qui ne pense pas qu'à son audience. Ouais. Elle a toujours un ou deux coups d'avance, elle est toujours dans une projection assez lointaine. Enfin, je veux dire, c'est une des seules artistes qui... à l'époque où voilà, elle avait je sais plus quoi, deux EP à son actif, ou 2 ou 3 EP, où en gros la question c'est elle me dit oui, je suis en train de discuter avec un tel, donc un tel étant une grosse artiste internationale, et elle me dit bon voilà, on est en discussion, à tout moment ça peut se passer, et je me revois me dire mais waouh, en fait j'aurais même pas... En fait, là où je la trouve très intéressante, c'est qu'elle arrive à se projeter elle a réussi à se projeter dans quelque chose qui quand même était très grand, alors qu'elle n'avait
elle avait peut-être techniquement moins de soutien que d'autres artistes qui ne se projetaient pas autant. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'elle fait ? Et en fait, c'est aussi... c'est toujours la question de... En fait, ce que je trouve assez fascinant chez elle, c'est que malgré toutes les frictions, tous les freins qui lui ont été opposés, etc., elle a jamais cessé de croire à 18 000 % dans son projet, avec tous les doutes que ça comporte, bien évidemment. Mais la force de caractère, la puissance qu'il faut pour être aussi acharné et aussi impliqué, et c'est du full time, quoi. Il faut être sûr de sa vision, et pour le coup, je pense que c'est une artiste qui a cru en sa vision et qui est restée alignée à cette vision et qui l'emmène aujourd'hui quand même. C'est une des rares artistes françaises qui traverse l'Atlantique. Enfin, il y en a pas énormément, hein. C'est des artistes, on ne se rend pas compte en France, qui ont des résonances presque parfois plus grandes encore, c'est ce que j'allais dire, je crois que c'est... à l'international. Ouais. Bien sûr, ça me fait penser à une Okelou, à ce genre d'artistes qui en France, on leur donne peut-être pas assez. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, non, mais oui, t'as raison. Mais c'est d'ailleurs ce que je me demandais statistiquement, parce que moi j'étais surprise de découvrir ce matin. Je savais qu'elle était très écoutée, Iseult, et je savais que ça se comptait en tout cas sur Spotify en millions, mais là j'ai genre 7,2 millions, je crois, d'écoutes sur Spotify, et c'est. On en a peu. Énorme. C'est unapologetic, c'est vraiment comment tu fonces tout droit, que tu construis ton projet, effectivement, que tu crois en ta vision, que tu la challenges, hein. Elle a déjà, on en avait discuté plusieurs fois, parfois elle revient sur une décision, enfin, c'est quelqu'un qui a un ego qui est développé, mais parce qu'il faut, à un moment donné, il faut avoir un ego qui est développé pour produire ce qu'elle réussit à produire. En fait, moi, c'est toutes ces raisons-là qui font que je la trouve très inspirante. C'est artistiquement, elle est quand même... elle a son propre ADN qu'elle développe. Elle ne fait pas forcément des choses très commerciales, mais elle réussit quand même à avoir une grosse visibilité sur des médias plutôt larges, même si il y a eu un rapport aux médias qui a toujours été très complexe. Ouais, c'est ça. Beaucoup de soucis aussi. Enfin, je repense à l'interview du Monde, etc. Donc il y a toujours la parole aussi. Il y a une certaine défiance, j'ai l'impression. Bien sûr, mais parce que française aussi. Parce que la parole des femmes est toujours dévoyée, et particulièrement des femmes racisées. Ah bah bien sûr. Elle en plus, oui, c'est ça. C'est elle cumule un peu les mandats en termes de. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a tout ce qu'on lui renvoie, les questions d'image, et je trouve qu'à chaque fois, elle s'en empare. Alors, il ne faut pas minimiser l'impact que ça peut avoir sur elle. Bien sûr. C'est la réalité, le harcèlement, enfin, toutes les choses qu'elle a pu traverser, et qu'elle, à chaque fois, elle m'impressionne de résilience, parce que vraiment, il faut voir ce qu'elle se prend au quotidien, et depuis l'époque de la Nouvelle Star. Ah oui, déjà, c'était très dur, je pense. C'était horrible. C'est pas parce qu'elle traverse que ça l'atteint pas, quoi. Je pense exactement. Non, et d'ailleurs, j'allais juste dire, je pense que quand tu parles d'ego aussi, de son ego qu'elle a forcément... en fait, il y a aussi beaucoup de protection, j'imagine, parce qu'en fait, quand t'es autant exposé aux critiques, quoi que tu fasses, quoi que tu sois, on te le reproche. Et puis tu fais très attention à qui tu t'entoures. Puis il y a un truc qu'on n'évoque pas aussi, c'est que elle est son propre manager, et en fait quand tu dois mener des négos, quand tu dois c'est le manager qui s'y colle, donc c'est lui le bad cop. Toi, l'artiste, tu restes plus ou moins préservé de ça, alors que elle, elle doit aller au front. Elle va au front pour elle-même. Donc c'est avec tout ce que ça comporte aussi de complexité, de feedback, de ah oui, Iseult, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais oui, mais attendez. Mettez-vous à sa place 2 secondes. Oui, c'est ça. Le fait, effectivement, qu'elle ait réussi à... et ça, c'est son acharnement à toucher l'Inter. Mais ça fait des années qu'elle est en discussion avec l'Inter. Il y a plein d'artistes français qui c'est pas qu'ils n'ont pas le potentiel, c'est qu'ils ne se le représentent même pas. Et ça, c'est très français. Et aussi, et ça, j'aurais des choses à dire sur le côté des femmes qui... à mon sens, représente beaucoup aussi, souvent les artistes qui s'exportent le mieux en France, hors French Touch, c'est souvent des artistes femmes. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Et noir, d'ailleurs. Et racisé, absolument. Donc c'est souvent ce que je soulève, c'est que où ce sont des femmes, où ce sont des personnes racisées, et évidemment, on a quelques exemples pour dire que souvent, ce sont les deux, et que... Il y a un autre point, c'est l'indépendance artistique, c'est le fait d'être sans concession. Là, il y a une stat qui est quand même intéressante, c'est que c'est la première femme francophone depuis Jane Birkin en 1970 à entrer dans le classement Billboard 200 grâce au titre Alibi avec Sefdaliza. Donc, je suis une énorme fan de Sefdaliza. C'est vrai que cette collaboration
elle faisait totalement sens. Et je pense qu'effectivement, ça correspond à la vision artistique qu'elle a avec leurs deux univers. Et encore une fois, ce titre, c'est le résultat aussi d'années de collaboration avec Save Dalisa, donc c'est d'échanges, etc. Donc c'est aussi la capacité, je trouve, à la fois en tant qu'entrepreneuse et en tant qu'artiste, à se projeter dans un temps long. Et en fait, elle a un mindset qui n'est pas du tout français. Mais c'est ça, en fait. Elle a un mindset qui n'est pas du tout français. Et je lui ai dit en rigolant à de nombreuses reprises, et j'en suis convaincue, je lui ai dit un jour, je sais que je viendrai te voir en résidence à Las Vegas. Voilà, pour moi, c'est exactement ce dont elle est capable, quoi. Ouais, mais c'est des typologies d'artistes, effectivement, qui sont intéressantes parce que... Ouais, qui ont plus limite d'impact à l'international. La France est parfois les auditeurs et auditrices français sont peut-être parfois pas encore prêts ou à ce genre de profil. Donc on a un marché assez conservateur et c'est marrant parce qu'on le voit aussi. Je vais pas me lancer là-dessus parce que sinon ça va changer tout le podcast. Mais d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue, un Mamdani en France, c'est pas possible. Parce qu'on est trop conservateur. Et donc, la réalité, c'est qu'à force de dire qu'on voit pas les couleurs, etc., en fait, on en vient à avoir quelque chose qui va... il y a des choses qu'on n'arrive pas à assumer. Et il y a on progresse pas. Parce que une histoire qu'on n'arrive pas à dépasser aussi, qu'on n'arrive pas à transformer les narratifs. Et on en vient à avoir une société qui est très divisée. Et sur la musique, c'est pareil. Et encore une fois, moi, je suis intimement convaincue qu'on a quelque chose avec les artistes féminines. Depuis Edith Piaf, c'est très souvent... Alors, évidemment, il y a des contre-exemples, mais... Non, mais c'est vrai que on a des artistes françaises criant, qui se sont énormément exportés et qui sont devenues des icônes. On parlait d'Alizée tout à l'heure, c'est pareil. Bien sûr. On parlait de Mylène Farmer, même une Mireille Mathieu, qui, je voyais, faisait ses 60 ans de carrière à l'Olympia. Est-ce qu'on se rend compte 2 secondes, quoi. C'est vrai. Et tu saurais un peu... Enfin, j'imagine que du coup, c'est une question à laquelle tu as déjà pensé. Est-ce que tu as des éléments de réponse, en tout cas des petits bouts d'explication peut-être de pourquoi est-ce que c'est souvent des femmes en fait qui s'exportent le mieux? On parlait d'être unapologetic tout à l'heure. Je pense qu'il y a aussi dans l'imaginaire français francophone cet aspect, je dis français francophone parce que je pense à Angèle aussi bien évidemment, bien sûr. de femmes qui s'assument et qui foncent et qui va dans le tas, quoi. Ça s'exporte. C'est un imaginaire en fait. C'est un imaginaire. Et encore une fois, c'est pour ça que je parle de francophonie, puisque tu parlais de Jane Birkin. C'est un excellent exemple. Elle n'était pas française, mais elle incarnait quelque chose. Mais pourtant, est-ce que Aya, Théodora ou même une Iseult correspondent vraiment à l'image de la Parisienne telle que... c'est peut-être la nouvelle image. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça celle que nous, on n'assume pas. Voilà. Mais c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'en fait, tu te dis, finalement, ce qui s'exporte le mieux, c'est ce qui, en fait, fondamentalement, ne correspondrait pas vraiment au cliché traditionnel de ce que c'est que la femme française. C'est pour ça que je dis que j'ai pas toutes les réponses. C'est qu'en fait, c'est exactement ça, tu vois. C'est exactement ça, et je pense que c'est lié aussi au passé colonial de la France. À un moment donné, il va falloir aussi qu'on adresse ces sujets-là, quoi. Il va falloir un peu affronter des questions qui sont un peu mises sous le tapis. C'est complètement mis sous le tapis. C'est terrible. Ça pique, et il va falloir en parler. Il va vraiment falloir en parler. Ce que je trouve aussi intéressant chez Iseult, et là, malheureusement, elle a eu une situation où un de ses clips... je voulais l'aborder, ça. Qui a été pillé par une équipe en Corée. Donc, j'ai plus le nom de l'artiste. De toute façon, c'est pas nécessairement la faute de l'artiste. Oui, qui visiblement s'est exprimée et a dit qu'elle était absolument pas au courant. C'est le réalisateur, je crois. Alors après, je ne rentrerai pas dans les détails de l'affaire parce que c'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Mais en revanche, ce que je trouve intéressant, c'est que pour avoir passé pas mal de temps en Corée aussi, pour étudier justement les sujets de comment la Corée exporte aussi la K-pop, on se pose pas la question de la langue, de la mère de la langue, alors que nous on se dit non, on va pas s'exporter, les artistes chantent en français, ça n'a pas de sens. Et donc ça c'est assez fascinant d'étudier quelle est leur approche. Et dans le cas d'Iseult, ce que j'ai trouvé assez fort, c'est qu'elle s'est pas démontée. Elle a dit attendez, en fait c'est mon clip. Non mais c'est vrai. Il va falloir qu'on en parle. Et en fait je trouve que encore une fois, son statut d'indépendante aurait pu lui faire craindre des représailles ou je ne sais quoi. Et en fait, elle n'a rien à foutre. Elle y est allée, elle s'est défendue. Et elle a réussi à enfoncer une porte
qu'aucun label ou autre artiste n'avait enfoncé auparavant, puisque il y avait quand même une espèce d'omerta aussi, dans le sens où il ne faut pas aller à l'encontre de certaines communautés de fans. Exactement, ouais. Qui sont très engagées, pour le dire de façon diplomatique. Oui. Et puis on oublie aussi de dire, il y a aussi un enjeu de rôle modèle, il y a ce qu'elle incarne aussi pour plein de femmes et plein de jeunes filles et plein de petites filles. Enfin, c'est de se dire, on n'est pas obligé de rentrer dans une taille zéro. Personne ne rentre dans une taille zéro en réalité, hormis peut-être des enfants de 14 ans. Avec tout ce que ça soulève de problématiques dans l'industrie de la mode. Et moi, je la trouve sublime et je trouve que c'est aussi... la beauté prend plein de formes. C'est un nouveau possible pour... Je me sens extrêmement chanceuse d'avoir pu être témoin de ça, en fait. Et de suivre son parcours, au-delà de sa musique et de son parcours musical, c'est de voir son évolution personnelle aussi, comment elle se... C'est hyper inspirant. Ouais, vraiment. Et donc, en fait, c'est là où vraiment... par rapport au titre du podcast... C'est pour ça qu'à chaque fois, j'avais beau chercher... Alors, non pas que je voulais pas parler d'Iseult, mais je me suis dit, qui ça aura le plus de... à propos de qui ça aura le plus de portée aussi pour les personnes qui écoutent le podcast. Et en fait, moi, je me suis dit, non, dans les artistes féminines, Who Made Me, c'est Iseult. C'est-à-dire que moi, j'ai été salariée pendant des années. Au moment où je me suis lancée en indépendante... ça répondait à plein de questionnements qui étaient les miens et plein d'envies qui étaient les miennes et que je pouvais pas assouvir en étant en poste. Et en fait, j'ai pensé à elle. Je me suis dit, elle l'a fait, elle a réussi, elle s'y épanouit même si c'est difficile. Elle ne s'arrête à aucun obstacle. Faut que j'essaye. Je vais essayer. J'allais dire, à quel moment... dans ta carrière, t'as mis un peu cette espèce de pensée magique-là en place. Est-ce que ça a été laborieux ? Est-ce que tu penses... La pensée magique de « tu peux le faire », en fait, c'est... On parlait tout à l'heure d'avoir justement des modèles et des exemples de personnes dans les industries créatives, etc. Moi, j'ai toujours été dans la musique en tant que... j'ai fait le conservatoire quand j'étais gamine, etc. Mais j'avais même pas conscience qu'on pouvait travailler dans la musique. Je suis légèrement plus âgée que vous. Et donc, c'est vrai que c'était peut-être encore moins visible que ça ne l'est aujourd'hui. Bien sûr. Donc, il y avait vraiment... ça a été une succession de hasards. Des gens qui m'ont permis de rencontrer d'autres personnes, notamment un prof à l'époque qui m'a mis en contact avec une de ses amies qui n'était autre que Nathalie Ridard, une très grande attachée de presse parisienne, qui a accepté de me prendre alors que j'avais aucune expérience et qui concrètement m'a tout appris, soyons honnêtes, et qui m'a aussi laissé la possibilité de tester des choses, donc c'était toujours très, très rigoureux, etc. C'était sa boîte aussi. Bien sûr. Donc, c'était pas un jeu. Voilà, c'était pas du tout un jeu. Mais du coup, moi, j'avais vraiment à cœur de bien faire les choses. Et puis, je pense que c'est... Voilà, moi, j'ai toujours fait des choses un peu sans savoir si j'étais capable de les faire ou pas. Donc, je dirais que ça a été par étapes. Jusqu'à un espèce de gros déclic. Je veux dire, encore une fois, moi j'étais attachée de presse. Si on m'avait pas dit à l'époque, tiens, il y a tel poste qui s'ouvre chez Wagram, tu pourrais totalement y aller. Je disais, ah bon, moi je peux vraiment faire ça. Des personnes qui m'ont dit, oui. Quelqu'un a dû te le dire pour que tu arrives à te projeter dedans. À l'époque, et en plus c'était souvent des hommes d'ailleurs. Des bons copains, qui sont toujours des bons copains d'ailleurs. Qui m'ont dit bien sûr que oui, tu peux le faire. Donc j'ai passé cette étape-là et en fait à chaque fois c'est marrant parce que très souvent on me voit un peu comme cette espèce de meuf un peu froide qui fait son truc, qui a l'air dans son monde et tout. Et en fait non, moi
ou qui déborde de confiance, alors que pas du tout. En vrai, moi, ça a été par étapes. Donc ça, c'est bon, j'ai réussi à le faire. Donc je repasse à une autre étape. Quand je suis arrivée chez Deezer, c'est pareil. Quand j'ai pris la direction du pôle, c'est pareil. J'ai dû leader mes anciens collègues, qui étaient des copains pour certains. Et à chaque fois, je me suis dit, allez, on y va, on verra. Ouais, c'est ça. Fake it till you make it. T'étais pas it. dans une stratégie de je veux arriver là, par où je dois passer pour arriver là. T'as suivi. Et à chaque fois, je me disais, c'est super, j'ai réussi à arriver jusque-là. Moi, c'est ça que j'ai toujours beaucoup admiré chez Iseult. Elle se dit, en fait, moi, je vais viser le top du top, et puis à moi de me débrouiller pour y arriver. Et c'est là aussi où moi, ça a changé mon mindset. C'est que auparavant, à chaque fois, je me disais. I made it jusque-là. J'ai réussi jusque-là. Et puis je faisais passer une autre étape, j'ai réussi jusque-là. Quand j'ai été femme de culture, moi j'étais là, je me revois en plus quand on m'appelle, je comprends pas. Je me dis mais pourquoi ? Il y a vraiment ce truc de à chaque fois de surprise, et vraiment je vous assure, c'est pas des blagues. C'est marrant parce que j'ai une de mes copines l'autre jour, c'était déjà un petit bout de temps, mais c'est une phrase à laquelle je repense assez souvent. Une très bonne copine qui s'appelle Fanny Némé, qui a longtemps été chez Believe et chez Sony avant, et qui maintenant est pareil en indé, qui fait tout le lien marque-artiste, qui est trop forte, qui me dit mais c'est marrant, à chaque fois t'arrives dans une pièce ou dans un job ou n'importe où, comme une jeune première, comme si tu venais de commencer. Et elle me dit, je crois que c'est aussi la clé de ton succès, c'est que tu pars du principe, je sais que je ne sais pas. Ouais. Et en fait, quand tu arrives aussi dans les choses comme ça, t'arrives pas avec des a priori, t'arrives pas en te disant j'ai pas eu ça, donc du coup ça veut dire que j'ai raté quelque chose. Ça change aussi complètement le mindset avec lequel tu arrives sur un projet, et je trouve que c'est la première chose à ne pas oublier, quoi. C'est qu'on sait qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on va découvrir, il y a des choses qu'on va apprendre, et que surtout on a énormément à apprendre des autres. Oui. Et donc pour revenir au parcours, mais ouais, c'était ça aussi, c'est que rapidement je me suis pris au jeu. Je dirais peut-être que c'était c'est de l'associatif, donc ça peut paraître un peu provoque de le dire comme ça, mais je pense que c'était ma première expérience entrepreneuriale. Ça faisait quand même un petit bout de temps que j'étais chez Deezer. En vrai, il y avait eu pas mal de changements de direction, etc. Donc je commençais à être un peu usée. J'avais fait, je pense, peut-être aussi un peu le tour de la question. Je m'éclatais toujours à trouver des idées. Par exemple, c'est la campagne de l'album de Rosalia, Motomami. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire un live. Ah non, on peut pas faire de live parce qu'en fait, elle fait déjà un live avec TikTok. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, du coup, de devoir trouver une idée un peu... qui créent... voilà, c'est exactement ça. Là, ok, on s'est fait refuser un projet. On a peu de temps. On est peut-être moins fort que la concurrence. On a peut-être moins d'argent que la concurrence. Comment est-ce qu'on fait pour... faut être super créatif. Pour avoir quelque chose d'assez singulier avec elle. Et puis, au final, je me dis... Elle n'est pas encore aussi forte que ça en France. Une qui est très forte en France, c'est Angèle. Ah oui, c'est vrai, il y a eu la conversion croisée, là. Angèle, a priori, elle sera pas contre faire quelque chose avec Rosalia. Donc j'appelle Sylvie, la manageuse d'Angèle à l'époque, en disant je vais te proposer un truc. Je sais pas du tout si ça se fera, mais je pense que ça peut vous intéresser. Et elle me dit évidemment, oui, c'est un grand bien sûr. Le cadeau du ciel. Et donc après on est allé voir Sony pour leur proposer le projet, et ça s'est fait. On a eu 2 heures de promo avec Rosalia, ce qui était quand même assez trop dingue. Cool. Et voilà, j'avais fait des très très beaux projets, j'étais très fière, et je voyais peut-être que il était temps que je passe aussi à... en tout cas, moi il y avait des sujets que je pouvais pas forcément traiter en interne, et je suis partie à l'étranger, je suis partie en voyage, me confronter aussi à des cultures complètement différentes. Et là, ça a été une sorte de révélation pour moi, de me dire, mais en fait, il y a tout un monde en dehors de la France, il y a tout un monde en dehors de Deezer. Ça faisait 11 ans que j'y étais, je me suis dit, il est peut-être temps pour moi de tourner vers de nouveaux horizons.
de recommencer quelque chose et de dire bah tiens encore je sais que je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que je veux dire tu parlais du coup de cette collaboration Angèle, Rosalia. Est-ce qu'il y a d'autres moments forts comme ça dans ta carrière, que ce soit chez Deezer mais ou après ou avant, dont avec le recul tu regardes en te disant bah, franchement je suis fière d'avoir réussi à créer ce moment-là ou à vivre cette chose-là, avoir été à l'initiative de ça? Je crois que la chose dont je suis la plus fière aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Faire un podcast avec Women That Made Me. Bien sûr, absolument. Absolument. Je saisis toutes les occasions. Excellente répartie. Tu pourras quote, tu vois. Exactement. La chose dont je suis la plus fière de ma carrière, c'est d'avoir fait... Ce sera le titre de l'épisode, voilà. Voilà. On peut remplacer. Pardon, je t'interromps. Merci pour ce podcast. Donc ouais, il y avait ça, il y a évidemment la rencontre Rosalia et Angèle. Et en fait, je crois qu'au-delà de... Alors, bien évidemment, il y avait créé le moment, mais il y avait aussi trouvé l'idée. Et moi, souvent, c'est quand même ce truc-là, c'est de se dire comment est-ce que je trouve la bonne idée. Okay. Moi, c'est vraiment ça qui m'amuse. Mais ouais, quand même, alors, c'est pas un succès personnel, c'est un succès collectif. Oui. Mais c'est... Ouais, les plus beaux, je dirais que mes plus beaux succès sont des succès collectifs. Ça n'aurait jamais existé sans les équipes, l'acharnement des équipes. C'est ce que je mettais dans la story hier que j'ai fait sur justement le Rosalia Angèle, c'est d'arriver avec des idées quand même un peu farfelues et que les gens disent ouais, allez, on y va, c'est parti. Donc il y a ça, il y a la relève aussi. Encore une fois, en 2019, c'était pas évident sur le papier de faire investir autant d'argent à une plateforme de streaming sur une compilation de jeunes talents, alors qui depuis sont devenus des méga stars. Mais comme quoi, c'était très pertinent. Ben voilà, ce qui rassemble tous ces projets, c'est vraiment la question des valeurs. C'est toujours de se dire quel sens je mets dans un projet, pourquoi je le fais, comment je le fais. Avec qui qu'est-ce que ça raconte, et je crois que c'est ça vraiment le plus important pour moi, et c'est aussi ce qui me motive aujourd'hui mon activité. J'ai une question un petit peu large, peut-être un petit peu bateau, mais qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui en fait t'enthousiasme le plus dans l'évolution de l'industrie musicale actuellement? Est-ce que justement c'est un peu cette dynamique aussi, que ce soit avec Mewem ou pas, d'entraide, de sororité, qui a quand même, je trouve en tout cas à notre échelle en France, qui est en train de prendre place. Je trouve qu'on a un moment un peu phare à ce niveau-là. Est-ce que c'est juste musicalement? Est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution artistique enthousiasmante en ce moment en France? Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que la première, c'est de voir... Et là, je fais le lien avec Mewem, justement, je ne sais pas quand le podcast sortira, mais c'était la clôture des inscriptions pour la nouvelle édition du programme, où on a encore battu des records. Donc c'est vraiment... c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'il y a énormément de projets qui sont portés par des femmes et minorités de genre. Le pendant négatif, c'est qu'il y a un vrai sujet de précarité. Donc c'est aussi... encore une fois, je pense collectivement, la filière a un réel enjeu à chercher à se renouveler. Et je rebondis, je fais la transition avec le deuxième point qui, pour moi, est un point peut-être... alors, c'est pas enthousiasmant, donc ça répond pas à ta question, mais je me faisais la réflexion que toutes les personnes... qui ont interviewé, toutes les interviews que j'ai vues de Rosalia sur cette campagne étaient des hommes. Et je trouve que c'est pas un signal très bon, alors que pour le coup, des pigistes brillantes et talentueuses, il suffit d'ouvrir les yeux, il y en a partout. Des podcasts, n'est-ce pas? Donc voilà, pour moi, c'est pas forcément enthousiasmant, mais en tout cas, c'est un point à vraiment garder en tête. Et peut-être ce qui m'enthousiasme aussi, c'est de voir que, encore une fois, pour reboucler avec l'artiste dont on a parlé aujourd'hui, c'est la façon dont l'industrie évolue encourage les artistes quand même à être de plus en plus indépendants, à être de plus en plus les entrepreneurs de leur carrière, et que le fait de voir aussi ce qu'on a appelé très longtemps des formats radio, de les voir complètement voler en éclats, et de voir des succès
d'artistes beaucoup plus niches. On parlait d'Okello tout à l'heure, qui sortent, FK Twigs, voilà, de plein d'artistes comme ça qui émergent. Et encore une fois, souvent des femmes. Hein, j'insiste sur ce point. Il y a un vrai sujet d'audace chez des artistes féminines. En France, à l'international, et qui osent sur leur image, j'ai envie de dire c'est génial en fait, c'est ultra rafraîchissant, et c'est pour ça aussi qu'encore une fois il faut qu'on se soutienne mutuellement, alors pas dans le sens de le boys club existe donc il faut qu'on applique les mêmes codes, mais je pense que c'est important dans nos projets aussi de réfléchir à qui on peut donner aussi une opportunité. Voilà, moi je suis dans des réflexions, je me dis il faut que je bosse avec tel graphiste, il faut que je bosse avec tel attaché de presse, il faut que je bosse... Déjà parce que c'est des gens ultra talentueux, mais aussi parce que... c'est important aussi c'est peut-être la chose à prendre du boys club, entre guillemets, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut se faire des passes, pas parce qu'on est copains et copines, mais parce que je reconnais ton talent. Donc j'ai envie de travailler avec toi. Voilà, c'est ça. C'est trop bien. En fait, moi, franchement, c'est un peu ce qu'on me dit à chaque fois, mais ça fait tellement du bien de prendre le temps de se poser sur ces questions-là qui sont... Parce qu'en fait, nous, à la base, le postulat, c'était juste, on va parler d'artistes qu'on adore, et en fait, à chaque fois, ça amène sur des discussions qui sont tellement riches, parce que c'est des femmes qui sont tellement inspirantes, et qui nous font réfléchir à des questions auxquelles on ne prend pas forcément le temps de penser et tout, et en fait, ça fait du bien. Et je trouve à chaque fois que c'est hyper libérateur, cette conversation, parce que on touche à des sujets, on touche à des choses auxquelles il faut penser, et en fait ça fait du bien d'y penser, quoi. Et puis tu parles d'être inspirant, je trouve que c'est un terme qui est souvent aussi un peu dévoyé, qu'on utilise un peu à tort et à travers, et en fait je trouve que c'est intéressant de chercher des synonymes. Qu'est-ce que cette conversation m'a inspiré, au-delà justement de l'inspiration, c'est comment est-ce que tu dépasses cette question d'inspiration, est-ce qu'elle m'a motivée, est-ce qu'elle m'a fait me sentir plus puissante, est-ce qu'elle m'a rassurée, est-ce qu'elle m'a nourrie, et c'est là où en fait ça commence à avoir du sens, c'est au-delà de l'inspiration, c'est qu'est-ce que ça a réveillé chez moi. Non, on aime bien terminer en demandant à notre invitée si elle a des suggestions, une suggestion peut-être d'une chanson d'Iseult en particulier, ou un live, peut-être, ou un truc pour ceux qui ne pour les personnes pas qui bien connaîtraient cet pas artiste et qui souhaiteraient la découvrir, à travers quelle porte tu les ferais rentrer dans Iseult? Bon, alors ça c'est beaucoup plus facile, la chanson Corps. Ok. Voilà, la chanson Corps, et après moi j'adore le dernier album, je le trouve très exigeant. Je l'ai énormément écouté, mais quand je dis énormément, c'est énormément. Et je trouve qu'il est assez intéressant parce qu'il donne aussi un aperçu de tout ce qui, elle, la nourrit. Merci beaucoup, Rachel. Ouais, merci mille fois, Rachel. Merci. C'était une super conversation. Merci. Voilà. Et merci Iseult, et merci Iseult, et merci les femmes, et merci la musique. Bisous. Bisous.